Parfois, on a l'impression que l'histoire bégaye, tragiquement. Aujourd'hui, on va voir comment deux incendies mortels, à plus de 80 ans d'écart et à des milliers de kilomètres de distance, nous racontent en fait la même histoire. Une histoire glaçante sur le prix réel des objets qui nous entourent. Imaginez la scène une seconde. La fumée qui envahit tout, qui pique les yeux. La panique qui monte en flèche. Et la seule issue, la porte de sortie, elle est verrouillée. C'est le témoignage glaçant d'une survivante de l'incendie de l'usine Kader. Une seule phrase qui dit toute l'horreur du piège qui vient de se refermer. Alors, retour sur les faits. On est le 10 mai 1993, en Thaïlande, dans l'usine de jouets Kader. Une journée de travail qui aurait dû être comme les autres et qui va se transformer en l'un des pires incendies industriels de l'histoire. Le bilan est terrible. 188 morts. La plupart étaient de très jeunes femmes qui travaillaient là simplement pour faire vivre leur famille. Et ce n'est pas tout. À ces 188 morts, il faut ajouter 469 blessés graves. Des vies brisées, des gens marqués à jamais, soit par les flammes, soit par les sauts désespérés depuis les fenêtres pour tenter de s'en sortir. Et la justice dans tout ça? Eh bien, 10 ans après le drame, la direction de l'usine a été condamnée à une amende, tenez-vous bien, de 12 000 $ pour violation des codes de construction. Une somme qui paraît complètement dérisoire face à l'ampleur du désastre. Et c'est là qu'on se pose la question centrale. Comment est-ce possible? Cette usine, elle ne fabriquait pas pour n'importe qui. Elle produisait des jouets pour des géants comme Hasbro ou Toys R Us. Alors comment un tel drame a-t-il pu arriver au cœur d'une chaîne de production aussi visible? Pour le comprendre, il faut voir plus loin. Le plus troublant, en fait, c'est que cet incendie n'est pas un cas isolé. C'est la répétition quasi parfaite d'un schéma tragique qui existe depuis bien plus longtemps. Regardez un peu cette frise. 1911, New York. 1993, Thaïlande. 2013, Bangladesh. Plus d'un siècle de catastrophes industrielles qui se ressemblent de façon vraiment étrange. C'est le même schéma qui traverse les époques et les continents. Et attention, soyons clairs, on ne parle pas ici d'ateliers clandestins cachés au fond d'une cave. Non, ces usines étaient des fournisseurs officiels de marques que tout le monde connaît. Elles faisaient partie intégrante de l'économie mondiale. C'est ce qui rend ces failles de sécurité encore plus révoltantes. C'est quand on creuse dans les détails techniques qu'on comprend vraiment comment l'histoire se répète. Et là, l'écho entre le passé et le présent devient assourdissant. Alors là, cette comparaison est juste hallucinante. À gauche, l'incendie de Triangle en 1911. À droite, Kader en 1993. Regardez bien, les sorties verrouillées ou bloquées dans les deux cas. Les systèmes d'extinction automatique inexistants. Des problèmes de structure du bâtiment? Oui. Une formation à la sécurité pour les employés? Zéro. C'est exactement, point par point, le même scénario à 82 ans d'intervalle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une catastrophe pareille, ça n'arrive jamais par hasard ou à cause d'une seule erreur. C'est le résultat d'une cascade. C'est quand toutes les barrières de protection, les portes, les alarmes, la formation, les inspections, quand tout ça lâche en même temps, que le pire devient inévitable. Alors pourquoi ces barrières de sécurité cèdent tout en même temps? Pour le savoir, il faut sortir des murs de l'usine et regarder le moteur économique qui fait tourner tout ça, ce qu'on appelle la chaîne de valeur globale. Alors la chaîne de valeur globale, qu'est-ce que c'est en termes simples? Eh bien c'est tout le parcours d'un produit. De l'idée de départ dans un bureau de design à sa fabrication à l'autre bout du monde, en passant par sa livraison en magasin et même sa fin de vie. Et ce système a un effet assez pervers. Il dilue complètement les responsabilités. Les grandes marques, elles, conçoivent et vendent, mais elles ne fabriquent plus elles-mêmes. Elles sous-traitent. Et elles mettent une pression énorme sur les sous-traitants pour baisser les coûts. Légalement, la marque n'est souvent pas l'employeur direct, donc sa responsabilité est limitée. Au final, toute la pression pour faire du profit descend tout en bas de la chaîne, et c'est la sécurité qui en pâtit. Mais face à la tragédie, est-ce qu'on apprend toujours les leçons? Eh bien, pas forcément. Le contraste entre ce qui s'est passé après l'incendie de Triangle et après celui de Kader est une leçon en soi. Après le drame de Triangle en 1911, la réaction a été énorme. Une grande commission d'enquête a été lancée et elle a mené à une refonte complète des lois du travail à New York. Des sorties de secours qui doivent rester déverrouillées, des extincteurs automatiques, des inspections régulières, toutes ces choses qui nous paraissent normales aujourd'hui, elles sont nées de ces cendres et se sont répandues partout aux États-Unis. Et après, Kader, la différence est brutale. Cette citation d'un rapport 10 ans après dit tout. Pratiquement aucun changement dans les normes de santé et de sécurité. Le système mondialisé, en diluant les responsabilités, a fait que le drame n'a pas provoqué de réforme majeure. L'écho de la tragédie s'est en quelque sorte perdu en route. Alors au final, c'est la faute à qui? La direction de l'usine? Les marques? Le gouvernement local? La réponse est évidemment beaucoup plus complexe. Il y a une sociologue, Nelly Oten, qui a écrit cette phrase en 1901, bien avant les deux incendies. C'est d'une actualité incroyable. Personne ne souhaite que ces drames arrivent.
mais ils sont la conséquence logique d'un système auquel tout le monde participe, d'une façon ou d'une autre. C'est cette chaîne de pression qui est au cœur du problème. Une pression qui part souvent de la demande de prix toujours plus bas, la marque la répercute sur le sous-traitant, qui, pour s'en sortir, doit rogner sur quelque chose. Et c'est très souvent sur la sécurité des travailleurs, le maillon le plus faible. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Quand on regarde une étiquette, on voit un prix. Mais quel est le coût réel du produit? Et surtout, qui au bout de la chaîne paie la différence? C'est une question qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse un peu.